Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Malgré les promesses du gouvernement, 2022 n'a pas été l'année de sortie du quoi qu'il en coûte. Et 2023 s'engage à cet égard sous de mauvais auspices. Il faut certes assurer la pérennité de notre système de retraite, mais il faut aussi rassurer les marchés financiers dans un contexte d'incertitude grandissante. Le gouvernement dispose-t-il d'une réelle marge de manœuvre à cet égard? Alors, pour en parler, je vous ai invité François Eycal, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien magistrat à la Cour des comptes et président de FIPECO. FIPECO, c'est une association d'information sur les finances publiques. Votre invitation, c'est une forme de pari. On va essayer de le gagner tous les deux, François Eycal. Je me suis dit que il fallait fournir à nos camarades auditeurs une information exacte sur la question des retraites, eh bien, il fallait leur expliquer quel était le poids économique de ces retraites. Et puis ensuite, chacun, évidemment, jugera en fonction de ses options si la réforme est opportune ou pas. Et donc, il faudrait que vous nous disiez tout d'abord, François Eycal, combien les retraites pèsent dans notre économie, quels sont en grande masse, finalement, les différents descriptifs de notre économie, de notre richesse nationale. Alors, le total des retraites en France actuellement, c'est pas loin de 350 milliards d'euros. Si on rapporte ça au produit intérieur brut, notamment pour faire des comparaisons internationales, parce qu'évidemment, 350 milliards d'euros, ça n'a pas la même signification en France, en Allemagne, en Belgique ou dans des tout petits pays. Donc, ça représente pas loin de 14% du produit intérieur brut. Alors, une autre façon aussi d'apprécier le poids des retraites, c'est de dire que c'est à peu près le quart du total des dépenses publiques. Les dépenses publiques, ce sont les dépenses non seulement de l'État, de la sécurité sociale, des collectivités locales. Ça fait à peu près 57% du produit intérieur brut. Et oui, alors là, les choses immédiatement se complexifient, parce que sinon ce ne serait pas drôle. S'il faut voir que le budget de l'État est constitué donc, de ses recettes, mais aussi de ses emprunts, avec la question de la dette sous-jacente. Et il y a eu un tableau que j'ai trouvé extrêmement intéressant sur Twitter qui a circulé, et ce tableau, il expliquait comment l'État dépensait 1 000 euros. Et donc sur ces 1 000 euros dépensés, eh bien, il en dépense 262 pour les retraites, 200 euros pour l'assurance maladie et par exemple 97 euros pour l'éducation. Donc si je prends ce tableau, François Eycal, ça signifie que les retraites constitue la première dépense de l'État aujourd'hui. Oui, comme d'ailleurs vos chiffres le confirment, c'est à peu près le quart des dépenses publiques. Alors, donc pas seulement de l'État, je précise toujours, c'est État plus collectivité locale plus sécurité sociale, c'est l'ensemble. Donc en effet, c'est beaucoup. Alors est-ce que c'est trop? C'est là la question. En fait, il n'y a pas de réponse évidente. Le problème, en fait, c'est que pour financer toutes ces dépenses publiques, que ce soit les retraites ou les dépenses d'éducation, d'assurance maladie, etc., il faut lever des impôts et des cotisations sociales, des prélèvements obligatoires. Et la France est numéro 1 ou numéro 2, suivant les années, avec le Danemark, pour le total des prélèvements obligatoires rapportés au PIB. Alors, est-ce que c'est un problème? Le problème, c'est que les prélèvements obligatoires, soit ça pèse sur les ménages, ça ampute leur pouvoir d'achat, soit ça pèse sur les entreprises et ça ampute leur compétitivité, leur capacité à exporter, à répondre à la demande, etc. Et oui, parce qu'effectivement, on le comprend bien, il n'y a que deux leviers. Ou bien on augmente les recettes et dans ce cas-là, les retraites pèsent moins, ou bien on diminue les retraites et là aussi, elles pèsent moins. Alors évidemment, il est compliqué, François Eycal, de savoir à partir de quel niveau de dépenses les retraites pèsent trop lourd dans l'économie. Par contre, on peut faire des comparaisons. Si on regarde les autres pays, y a-t-il des pays où les retraites pèsent plus ou bien pèsent moins dans l'économie? Alors, si on fait des comparaisons avec les autres pays, par rapport, par exemple, à la moyenne de la zone euro ou de l'Union européenne, ce
presque 14% du PIB, c'est 2 à 3% du PIB de plus que dans les autres pays. Et si on prend les principaux pays de l'OCDE, en y ajoutant les États-Unis, le Canada, le Japon, à ce moment-là, on a un écart qui est de l'ordre de 4%, de 4 points de produit intérieur brut. C'est beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, la quasi-totalité des retraites sont assurées par des régimes de retraite obligatoires publics en répartition. Il y a le régime général pour les salariés, mais il y a aussi l'Agirc Arrco, qui est un régime complémentaire pour les salariés, qui est aussi public obligatoire en répartition, alors que dans la plupart des autres pays de l'OCDE, en fait, en plus, il y a toujours un système de retraite publique par répartition de base, mais très souvent, en plus, il y a des régimes facultatifs en capitalisation, ce qu'on appelle des fonds de pension. Mais alors, vous les comptez aussi parce que... Alors, je ne les compte pas parce que... c'est pas du jeu. Si, c'est du jeu, parce que ces fonds de pension n'ont pas du tout la même nature que des régimes de retraite par répartition. C'est pas du tout la même chose, d'une part. On n'est pas du tout dans le même genre de système. Et ensuite, ces régimes par capitalisation, ils ne sont pas obligatoires, ils sont facultatifs. En fait, la décision est prise au niveau, en général, de l'entreprise ou de la branche. L'entreprise décide d'affilier ses salariés à tel ou tel fonds de pension, mais chacun de ces fonds de pension a des caractéristiques, les primes sont différentes, etc. En France, vous n'avez pas le choix de verser des cotisations que vous voulez à l'Agirc Arrco. Donc en fait, c'est bien totalement différent. Alors on peut les ajouter, en effet, pour voir quel est le montant total des retraites, en effet, qui sont versées dans un pays. Et si on les ajoute, on l'a fait, le Conseil d'orientation des retraites l'a fait pour les 10 principaux pays de l'OCDE. Et ce qu'il montre, c'est que par rapport à ces 10 grands pays, si on prend les retraites publiques, on avait un écart d'à peu près de 4 points de PIB. Et si on rajoute les pensions privées, fonds de pension, on a un écart qui est encore de 2 points de PIB à peu près. Et la France est toujours numéro 1 ou numéro 2 avec l'Italie. Que ce soit en prenant simplement les retraites publiques ou en ajoutant ces retraites versées par des fonds de pension. La France et l'Italie sont en tête et les autres sont assez loin derrière. Même si donc on ajoute ces fonds de pension parce que de toute façon ça pèse sur l'économie et bien entendu le système des fonds de pension il est inégalitaire puisque c'est un système de retraite qui se tourne vers les plus privilégiés. Tout le monde n'a pas la faculté de cotiser ou plus exactement de constituer un investissement au sein de fonds de pension, François Écal. Alors pas forcément parce qu'en fait dans beaucoup de pays ces fonds de pension, l'affiliation à ces fonds de pension elle est décidée au niveau de l'entreprise ou de la branche et donc il y a comme en France d'ailleurs pour l'assurance privée complémentaire, enfin l'assurance maladie complémentaire, il y a un abondement des employeurs. Donc si vous avez un employeur, je veux dire, si vous êtes un working poor... C'est pour ça que je dis c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que l'addition est intéressante, mais il est parfaitement justifié de faire aussi la comparaison des seules dépenses publiques financées par des prélèvements obligatoires. Mais on peut faire la comparaison et donc la France reste toujours en tête. Mais bien sûr, fonds de pension, c'est pas la même chose qu'un système par répartition. Dans les retraites, l'autre facteur qui doit être pris en compte, c'est l'âge de la population, puisque une population vieillissante pèse plus lourd qu'une autre dans le paiement des retraites. Est-ce que la France n'est pas pénaliser, si j'ose dire, pas ça, le fait que les Français aient une certaine espérance de vie, eh bien tout ça, ça coûte plus cher en matière de retraite, François Écal. Donc quand on compare, est-ce qu'on compare des choses comparables ? Alors une des raisons pour lesquelles, en effet, le poids des retraites en France est plus élevé, c'est parce que d'une part, nous partons plus tôt que les autres à la retraite. Alors il y a plusieurs façons de... En fait, bien souvent, pour faire cette comparaison de l'âge de départ à la retraite, on prend l'âge minimal légal obligatoire, aujourd'hui encore de 62 ans et qui pourrait passer à 64. Et dans tous les pays, il y a un âge minimal, mais on voit aussi que dans tous les pays, il y a des exceptions à cet âge minimal. Il y a des gens qui peuvent partir plus tôt, il y a des gens qui partent plus tard, etc. Donc il faut mieux comparer les âges effectifs de départ à la retraite. Et quand on compare les âges effectifs de départ à la retraite, eh bien, on part un peu plus tôt que les autres. Et comme par ailleurs, on a une espérance de vie qui est quand même aussi parmi les meilleures, elle n'est pas la meilleure, elle était la meilleure à un moment, mais mais elle est quand même plus élevée que la moyenne. Eh bien, les Français, en effet, passent plus de temps à la retraite, globalement, en moyenne, toujours, plus de temps à la retraite que dans les autres pays. Donc ça explique en grande partie cet écart, en effet. Et cela explique aussi que les retraites vont peser de plus en plus lourd, là aussi, dans l'économie, au fur et à mesure du vieillissement
de la population. C'est un phénomène qui n'est pas nécessairement général, puisqu'on sait par exemple que la démographie aux États-Unis est dans une situation différente, puisque la mortalité augmente et l'espérance de vie diminue. Alors là, en effet, la situation des différents des pays est très différente. Dans les pays de l'OCDE, les pays d'Amérique du Nord ont une espérance de vie, en effet, un peu plus faible et un grand dynamisme lié aussi aux migrations. Les États-Unis, et surtout le Canada, par exemple, alors que des pays comme l'Allemagne et le Japon ont plutôt une démographie déclinante et donc vieillissent beaucoup plus que nous. Donc la démographie joue de manière très différente. Pour ce qui est de la France, il y a un débat là-dessus. Parce qu'en effet, quand on projette, le Conseil d'orientation des retraites projette ce ratio dépenses de retraite sur PIB à long terme, on voit qu'il commence à augmenter dans les prochaines années, disons sur 10-15 ans, ça dépend des scénarios, etc. Ensuite, il baisse à nouveau. Et à l'horizon de 2070, à l'horizon des projections du corps, on revient à peu près au niveau qu'on avait juste avant la crise, en 2019. Donc, suivant les gens, on va vous dire le système est maîtrisé parce que finalement, ce ratio à très long terme n'augmente pas. Et d'autres vont vous dire, ah bah oui, mais on va avoir un problème dans les 10-15 prochaines années parce qu'il va bien augmenter dans les 15 prochaines années. Ce qui peut s'expliquer d'ailleurs, hein, c'est le baby-boom. C'est-à-dire que là, en ce moment, depuis déjà quelques temps, partent à la retraite des fameux gens boomers comme moi, voilà, de ma génération, qui sont nés dans les années 50-60, et nous sommes très nombreux. Et donc, on va voit que augmenter vous le pouvez nombre de continuer à retraités. travailler, vous êtes encore très en forme. Donc, Voilà. Donc, on va augmenter le nombre de retraités pendant 10-15 ans, et puis après, statistiquement, nous allons mourir. Donc, le ratio, à 120 ans, pas avant. voilà, le ratio démographique va se rééquilibrer. Bon, mais alors, François Heckel, justement, et là aussi, ou bien donc on observe la question du vieillissement, ou bien on observe la question de la natalité. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est souvent un argument qui est classé à droite, et il est très repris, par exemple, dans le Figaro ces temps-ci, le Figaro qui dit, mais en fait, il y a une autre manière de jouer sur le poids des retraites, c'est de favoriser la natalité, parce que plus il y a d'enfants, plus il y a de gens qui, dans 20-25 ans, pourront commencer à payer les retraites de leurs aînés. Ah oui, dans l'absolu, bien sûr. Plus il y a d'enfants, plus plus il y aura d'actifs. Alors, ceci dit, il faut bien quand même avoir en tête que les enfants qui naissent aujourd'hui, ils seront actifs dans 20 ans. Et voilà. 20 ans, 25 ans. Donc, ça ne résoudra de toute façon pas le problème des 15 prochaines années, hein, qui est le problème visé actuellement par le gouvernement. Mais à long terme, bien sûr que c'est une bonne solution. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien comment faire. Il ne suffit pas d'augmenter les aides, les allocations familiales, les aides à la garde d'enfants, etc. La France est déjà relativement généreuse de ce point de vue. Et d'ailleurs, elle a une natalité qui n'est pas si mauvaise, hein. On a un taux de fécondité qui est 1,8 par femme. C'est un peu en dessous de ce qu'il faudrait pour renouveler les générations. Mais c'est quand même déjà beaucoup mieux que ce qu'on a dans les pays du sud de l'Europe, où on est vraiment très en dessous, ou en Allemagne d'ailleurs. Donc, et je ne suis pas sûr qu'augmenter ces allocations, etc., conduise à augmenter fortement la natalité. Parce que, je veux dire, si les gens n'ont que 1,8 enfants par femme, il y a des tas d'autres raisons. Ce n'est pas uniquement pour des raisons financières. Alors, l'autre question qui se pose lorsqu'on observe le poids des retraites dans l'économie nationale, donc je le rappelle, lorsque l'État dépense 1 000 €, il dépense 262 € pour les retraites, 205 € pour l'assurance maladie et la santé, et par exemple, 97 € pour l'éducation, ou bien, là je vais aller tout en bas du tableau, 7 € pour la justice, donc ce qui semble peu de choses. Là aussi, si on prend ce tableau, François Heckel, et qu'on le compare avec nos voisins, est-ce que par exemple 97 € pour l'éducation, est-ce que c'est insuffisant en comparaison internationale ? En fait, ce qu'on voit quand on compare, on fait cette répartition par exemple, pour la moyenne des pays de l'Union européenne ou de la zone euro, c'est qu'en fait, cette répartition, elle est très proche. Il n'y a pas tant de différence entre les pays. C'est-à-dire que les retraites, c'est à peu près un peu partout le quart des dépenses publiques. L'éducation, c'est 10%. Voilà. En fait, ce qui distingue la France, c'est le montant total. C'est que au total, ça représente
représente en France 57% du PIB, alors que dans la moyenne des autres pays, c'est seulement 50%. Donc on a, voilà, donc la répartition est la même, mais en fait, on dépense plus sur chaque poste en France. Donc sur les retraites, on dépense plus, c'est les 3 points d'écart qu'on a. Mais vous pouvez prendre à peu près tous les postes. Le seul pour lequel on ne dépense pas plus, en fait, c'est la justice que vous avez cité, enfin le ordre, sécurité intérieure, voilà, justice, police, etc. Et de manière, ça surprend souvent les gens, ce qu'on peut appeler les services généraux, en fait, les frais généraux, les administrations centrales, etc. Mais alors, l'argument du gouvernement qui consiste à dire si on payait moins pour les retraites, on aurait plus d'argent pour d'autres secteurs. On peut toujours dire si on paye moins pour les retraites, on aura plus d'argent pour les autres secteurs. Le problème de la France, c'est qu'on n'arrive déjà pas à financer le total de ses dépenses publiques, puisque malgré un taux de prélèvement obligatoire qui est le plus élevé de l'OCDE, on a un déficit. C'est-à-dire que ça ne suffit pas. C'est-à-dire on crée de la dette. On a des dettes et on est obligé de s'endetter pour payer une partie de ses dépenses. Donc bien sûr, on peut redéployer. Si on dépensait un peu moins sur les retraites, on pourrait aussi dépenser un peu plus pour l'éducation, la justice, mais ça ne résoudrait pas le problème global qui est que globalement, on n'a pas suffisamment de recettes par rapport à ce qu'on dépense et donc on est obligé de s'endetter. Et cette dette, elle pèse plus encore avec la question de l'intérêt sur la totalité donc, du budget de l'État, ce qui fait que ce cercle-là, à cet égard, c'est un cercle vicieux. Ah oui, c'est un cercle vicieux. Plus vous endettez, plus vous payez de charges, plus vous avez des charges d'intérêt qui sont élevées, et donc plus le déficit lui-même est important, et plus vous êtes obligé de vous endetter. Dans certaines circonstances, alors après, ça dépend aussi de la croissance de vos recettes, etc. Mais il peut arriver qu'on se trouve dans un phénomène que les économistes appellent de boule de neige, c'est-à-dire où l'accumulation des charges d'intérêt finit par faire exploser la dette. C'est pas totalement théorique, hein. C'est arrivé dans certains pays et ça conduit à des crises de finances publiques. On se retrouve dans quelques instants. François Ekal, vous êtes magistrat à la Cour des comptes, vous êtes président de FIPECO. FIPECO, c'est une association d'information sur les finances publiques. Vous serez rejoint par Jésabel Coupet-Soubeyran, elle est économiste, elle est maîtresse de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Justement, on va évoquer, puisque cette dette, elle est aujourd'hui indispensable pour que la France boucle son budget, et bien la manière dont cette dette pèse sur nous, pourrait peser sur nous, puisqu'elle pourrait par exemple nous rendre plus accessibles aux arguments de certains banquiers qui pourraient nous demander un certain nombre de réformes sur le plan économique. On en parle donc dans 20 minutes environ. En attendant, il est 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Ralentir les dépenses publiques comme jamais, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement face à une dette qui explose. Bruno Le Maire entend serrer les vis tout en misant sur la création de richesses. Le gouvernement souhaite réduire les dépenses publiques en passant chaque dépense au peigne fin. Premier chantier dont il est beaucoup question en ce moment, la réforme des retraites et ensuite comment mieux dépenser l'argent public. Ou faut-il l'affecter en priorité afin de répondre au mieux aux défis de demain? Nous sommes en compagnie de François Ekal, ancien magistrat à la Cour des comptes, président de FIPECO, une association d'information sur les finances publiques. Et l'on accueille Jésabel Coupet-Soubeyran. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, maîtresse de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Peut-être une réaction à ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie, et ce que les Échos présentent comme une forme d'ouverture pour Elisabeth Borne. Celle-ci donc aurait lâché du lest sur les carrières longues. Qu'est-ce que ça change, selon vous, Jésabel Coupet-Soubeyran, à la réforme des retraites ? Il me semble avoir entendu ce week-end que même du côté des députés LR, on n'était pas véritablement convaincu de l'ouverture et de la concession. Il y a je trouve, dans ce débat ou dans ce non-débat en fait sur la réforme des retraites, parfois une inversion du sens des mots qui est un peu inquiétante. On se croirait parfois un peu chez Orwell, c'est-à-dire que ce qui nous est présenté comme juste, en fait, est injuste. Ce qui est présenté comme une réforme qui protège les femmes, en fait, les met davantage en difficulté. Ce qui est présenté comme une grande concession, comme une ouverture à la discussion, ne l'est pas non plus. Je trouve ça un peu inquiétant. Qu'est-ce que vous en pensez, François Ekal ?
C'est une concession et tant mieux pour ceux qui sont concernés, mais ça ne peut être qu'une atténuation, sauf à remettre en cause complètement la réforme. Donc le gouvernement peut faire des gestes comme celui-là, mais s'il veut quand même obtenir parce que bon, le sujet il est financier. Cette mesure à elle seule, je n'ai pas vérifié, mais ce que j'ai compris en lisant aussi les Échos et d'autres journaux, c'est que ça coûtait entre 500 millions et 1 milliard. Le total, la réforme au total, pour les régimes de retraite, devrait permettre, si on en croit le gouvernement, de réduire leur déficit d'à peu près 12 milliards. Voilà, donc on est presque 1 sur 12 déjà. Bon, c'est pas mal, mais on voit bien qu'on ne peut pas... Si on multiplie ce genre de gestes, finalement, tout ça ne sert à rien. On a vu avec François Écal, Isabelle Coupet-Soubeyran, de quelle manière les retraites pesaient sur notre économie avec ce chiffre. Quand l'État dépense 1 000 euros, il dépense 262 euros pour les retraites, 205 euros pour l'assurance maladie et la santé, 97 euros pour l'éducation. Je ne vais pas donner toutes les sommes, je vais juste donner la dernière. Il donne 7 euros pour la justice. Pour vous qui êtes économiste, qu'est-ce que ces chiffres signifient? Est-ce qu'ils signifient que la retraite pèse de trop dans la comptabilité nationale, dans les dépenses publiques? Je crois, si vous voulez, c'est un choix de société, c'est un choix politique. C'est-à-dire que on pourrait tout à fait accepter de consacrer un poids plus important aux retraites, d'accord? Donc c'est vraiment une affaire de priorité. Le problème, me semble-t-il aujourd'hui, c'est que des priorités politiques, des choix de société s'effacent en fait, derrière des contraintes, derrière des pressions qui sont directement liées au mode de financement des États. Pas simplement l'État français, le mode de financement des États qui a considérablement évolué au cours des dernières décennies, à partir des années 70-80. Pour être très clair, comment se financent les États aujourd'hui? En empruntant sur les marchés. D'accord ? Il ne se finance pas directement auprès de la Banque centrale, même si ces dernières décennies, la politique monétaire très accommodante des banques centrales a pu faciliter le financement des États. Ça ne l'a que facilité. Les États ne se financent pas directement auprès des banques centrales, ils se financent sur les marchés et doivent se soumettre, de ce fait, aux pressions exercées par les marchés. Alors, on peut, si vous voulez, très bien considérer que, au fond, la dette, on n'en a rien à faire. Le problème, c'est que les marchés, eux, n'en ont pas rien à faire. Et quand on se finance sur les marchés, on se soumet, en quelque sorte, au diktat des marchés. Cette réforme des retraites, c'est un petit peu, si vous voulez, un signal envoyé au marché, un signal de rigueur budgétaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que plutôt que de concilier différents leviers, le gouvernement français préfère tout miser sur un message clair, 64 ans. Voilà, ça s'entend bien. Mais alors, on pourrait vous rétorquer que si il y a donc un poids de la dette, ce poids de la dette, il pèse d'autant plus que la France a des difficultés à se financer sur les marchés, que sa dette est considérée comme étant plus risquée, ou bien que les taux d'intérêt qui lui sont infligés sont plus importants que ceux des pays considérés comme moins risqués. C'est ce qui se passe aujourd'hui chez Isabelle Coupet-Soubeyran? Oui, bien sûr, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les marchés financiers sur lesquels les États se financent sont bien entendu très attentifs à la soutenabilité de la dette. D'accord ? Ils sont dans un arbitrage rendement-risque. Et la dette, si vous voulez, la dette publique, les titres de dette publique sur les marchés, ce sont des instruments financiers qui sont extrêmement importants, qui sont extrêmement utiles aux financiers. Et ce qui leur importe, c'est de veiller à ce que cet instrument financier-là reste toujours ce qu'ils appellent l'actif sans risque. D'accord ? C'est-à-dire que ce soit toujours l'instrument qu'ils vont pouvoir utiliser en garantie, qu'ils vont pouvoir toujours revendre très facilement sur les marchés. Et c'est à ça, d'ailleurs, que sert fondamentalement un titre de dette publique. Au fond,
si vous voulez, cette marchéisation de la dette publique qui s'est opérée à partir des années 70-80. C'est une évolution qui a servi le développement des marchés. Les marchés ne sont pas au service du financement des États. C'est l'État qui s'est en fait mis au service des marchés. Notre de cette manière. éditorialiste politique Jean Lémarie veut vous poser une question. Avec une question qui est un peu une question d'économie aussi, mais on est tout à fait à la frontière. Si le gouvernement présentait ou avait présenté une réforme des retraites moins spectaculaire, on va la qualifier ainsi, est-ce que la France aurait plus emprunté ? C'est fort possible. Isabelle Coupet-Soubeyran. Pardon, oui, c'est fort possible. C'est-à-dire qu'en effet, si le signal avait été différent, si le choix politique avait été différent, si le choix politique avait été de dire, nous allons consacrer une part plus importante de notre budget chaque année aux retraites, ou bien nous allons augmenter les cotisations, ou bien nous allons supprimer des exonérations de cotisations pour parvenir même à un meilleur équilibre budgétaire, même s'il y avait eu cette petite musique d'équilibre budgétaire, mais avec d'autres solutions. Je pense que le signal envoyé au marché, aux créanciers, n'aurait pas du tout été le même. Qu'est-ce que vous en pensez, François Écal ? Alors, quand on parle des marchés financiers, qu'est-ce que c'est exactement ? Les marchés financiers, en fait, qui prêtent à l'État, ce sont des banques, des compagnies d'assurance vie, des fonds de pension, pour moitié étrangers d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que globalement, la France a un déficit de ses échanges extérieurs. Nous importons plus que nous exportons. Donc nous sommes obligés de nous endetter vis-à-vis des autres pays, d'étrangers. Et c'est l'État qui le fait principalement parce que c'est le plus crédible. Mais ces banques, ces compagnies d'assurance vie, etc., en fait, elles prêtent l'argent qu'elles ont reçu de leurs déposants, de leurs clients, de gens comme vous et moi qui avons mis notre argent dans des banques, qui avons mis notre argent dans des compagnies d'assurance vie, etc. Et donc, nous espérons bien le récupérer, cet argent. Donc, ces organismes financiers, ils font pareil. Ils espèrent bien récupérer leur argent. Donc, ils font très attention, en effet, à l'évolution des dettes des pays auxquels ils prêtent, parce qu'ils se disent que si cette dette augmente de manière incontrôlée, ils prennent un risque en leur prêtant cet argent. Donc, ils risquent de ne pas le récupérer. Alors, dans un premier temps, s'ils voient que ça commence à devenir un peu risqué, ils augmentent en effet les taux d'intérêt. Parce qu'ils se disent, voilà, et puis ils disent à leurs propres clients, je ne vais vous donner que des produits financiers, alors qui auront un rendement supérieur, mais avec des risques plus importants. Donc ça, ils peuvent le faire pendant un certain temps. Et puis, à un moment, ils finissent par dire, on n'arrive plus, on ne peut plus, on ne veut plus prêter. Et c'est pas théorique, c'est ce qui est arrivé au Royaume-Uni il y a 3 mois. Le Royaume-Uni, tout d'un coup, s'est lancé dans une politique qui paraissait complètement absurde pour ses créanciers. Ils ont dit, non, attendez, là, vous prenez des risques, votre dette publique va augmenter fortement. Donc, moi, je ne vous prête qu'à condition que, au moins avec un taux d'intérêt beaucoup plus élevé. Tout ceci s'est terminé par un changement radical de politique et un changement de gouvernement. Isabelle Coupet-Soubeyran. Oui, si vous voulez, il y a des alternatives quand même au financement des États. François vient de décrire comment ça se passe. En effet, le marché, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de coalition d'intermédiaires financiers, de banques, d'assureurs, de fonds de pension qui arbitrent, d'accord, entre rendement et risque. Au passage, d'ailleurs, les banques ne font pas que prêter les ressources de leurs clients. Elles créent de la monnaie quand elles achètent des titres sur les marchés. C'est aussi, si vous voulez, une contrepartie de la création monétaire des banques. C'est un aspect important d'ailleurs de l'évolution des évolutions macro-financières, macro-monétaires des dernières années. Et je pense qu'il y a des alternatives en fait à ce mode de financement des États. On pourrait, alors ça ne se pense pas à une échelle évidemment nationale, ça doit à minima se penser à l'échelle de la zone euro, mais on pourrait très bien revenir sur cette interdiction inscrite dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, interdiction pour les banques centrales d'apporter une assistance financière directe aux États. Si les États retrouvaient cette possibilité de se financer directement auprès de la Banque centrale, les pressions ne seraient pas du tout les mêmes et
on définanciariserait considérablement nos économies. Or, ce dont on pâtit aujourd'hui dans notre vie en société, c'est précisément d'un excès de financiarisation. Isabelle Coupet-Soubeyran, je vais vous poser une question difficile pour un économiste. Il y a aussi des choses non économiques dans la retraite. Je veux dire, un retraité, c'est bien souvent une personne qui s'investit dans les associations, qui a, par exemple, la charge de garder en partie ses petits-enfants. Bref, il y a toute une série de services non marchands qui sont rendus par les retraités et qui finalement permettent à l'économie, aux actifs, de se décharger pour partie sur eux. Est-ce que ça, il ne faudrait pas le prendre en compte pour qu'on ait une vision claire de ce que rapportent les retraites et non pas seulement de ce qu'elles coûtent ? Bien sûr qu'il faut se préoccuper du non-marchand et il faudrait même veiller à étendre finalement dans nos sociétés le non-marchand. Mais c'est tout le contraire qui se produit, c'est-à-dire que tout se marchandise, tout se marchéise et donc tout ce qui pourrait, si vous voulez, avoir une valeur sociale, une grande utilité sociale, finalement, quand on marchéise tout, n'a plus du tout de valeur. Vous voyez que là, dans le cadre de cette réforme des retraites, voilà, on ne se préoccupe que de coûts, d'accord, que d'équilibre budgétaire. On ne se préoccupe pas du tout de la vie des gens, du bien-être, de ce que des seniors peuvent en effet, une fois à la retraite, apporter à d'autres plus jeunes ou moins jeunes une fois qu'ils sont en retraite. Et ça ne veut pas dire en effet qu'ils sont en inactivité. Ils réalisent, d'accord, une forme de travail, mais un travail qui n'est plus valorisé finalement par la société. Qu'est-ce que vous en pensez, François Heckel ? Les dépenses publiques, que ce soit les retraites ou les dépenses d'éducation, c'est-à-dire les salaires des enseignants, etc., c'est payé en argent sonnant et trébuchant. Et ça doit être financé par de l'argent sonnant et trébuchant, c'est-à-dire des impôts et des cotisations sociales. Ces impôts et ces cotisations sociales, ils sont prélevés sur des transactions monétaires. Les retraités, le travail bénévole, c'est très bien. Moi, je travaille bénévolement pour FIPECO. Je trouve que ce que je fais très bien, mais je ne paye pas de cotisation sociale. C'est un travail bénévole, donc je ne paye pas de cotisation. Donc je ne contribue pas à financer les dépenses publiques, enfin en tout cas à travers ce travail, les finances. Je ne contribue pas à financer l'éducation, les retraites, etc. Donc le travail bénévole, c'est très bien, c'est parfait, ça de peut-être qu'il faut l'intégrer, etc. Mais ça ne résout pas du tout notre problème de financement des dépenses publiques. On a du mal malgré tout à considérer que la question de la dette est une question aussi brûlante qu'il y paraît, Isabelle Coupet-Soubeyran, tout simplement parce qu'on sort d'une période, le Covid, où le quoi qu'il en coûte était la règle, avec un alourdissement significatif des dettes souveraines, notamment la dette française. L'État français a été particulièrement présent durant cette crise. Pourquoi ce brusque revirement ? Pourquoi finalement a-t-on pu laisser filer la dette pendant de nombreux mois ? Et puis alors maintenant, aujourd'hui, il n'y aurait pas d'urgence plus grande que celle de la réduire ou de diminuer, en tout cas, le coût dans les années à venir du budget financé par la dette ? Le quoi qu'il en coûte, ça a démontré quelque chose d'important. C'est que, au fond, ce sont les priorités politiques qui peuvent, si vous voulez, guider complètement les décisions. Et ce moment-là, de ce point de vue, je dirais, a été riche d'enseignements. Cela étant, cette priorité donnée à un soutien fort, à un soutien à la gestion de la pandémie, c'était une priorité qui coïncidait avec les intérêts du marché. Donc après le quoi qu'il en coûte, eh bien il a fallu renvoyer, je dirais, les bons signaux au marché, ce qui se fait actuellement. Donc la musique actuelle, c'est évidemment pas la poursuite du quoi qu'il en coûte, c'est le retour à la rigueur budgétaire.
Voilà, pourquoi ça? Parce que, en effet, dès lors, si vous voulez, que les États se financent de cette manière-là, en empruntant sur les marchés, eh bien, ils se soumettent à la volonté des marchés. Alors, lorsque les marchés sont menacés, eh bien, d'un effondrement, ils sont tout à fait favorables à ce que l'État intervienne massivement, à ce que la Banque centrale, bien entendu, branche à fond la perfusion. Lorsque ce risque d'effondrement se retire, se réduit, eh bien, ce n'est plus du tout la même musique que l'on entend. Mais il y a quand même un paradoxe français, Isabelle Coupet-Soubeyran, parce que on parle de dette, on dit que celle-ci donc pourrait devenir difficilement soutenable, que les dépenses publiques sont à des niveaux très importants, avec un niveau de prélèvement qui est là aussi record. Et dans le même temps, les Français ont la sensation que les services publics sont aujourd'hui en déshérence. Oui, bien sûr, mais il y a, si vous voulez, de toute façon, il y a une incompatibilité fondamentale entre cette soutenabilité de la dette commandée par la façon dont les États se financent sur les marchés et les besoins que nous avons en termes de dépenses publiques, en termes d'investissement public. En effet, si vous voulez, le besoin de la collectivité, c'est le rétablissement de services publics qui fonctionnent bien, c'est un hôpital qui fonctionne bien, une école qui fonctionne bien, une université qui fonctionne bien. Tout ça étant en total délabrement. Le besoin est là, d'accord ? Mais la soutenabilité de la dette, ça, c'est l'autre volet, c'est l'exigence des marchés. Les deux sont fondamentalement incompatibles. Les deux sont fondamentalement incompatibles, dites-vous, mais alors que faire? Est-ce qu'il faut augmenter les prélèvements et dans ce cas-là se retrouver dans une situation inédite? Est-ce que, parce que lorsqu'on prend les dépenses publiques, donc pour 1 000 euros, on a ces 260 euros pour les retraites et ces 200 euros par exemple pour l'hôpital, un niveau donc assez élevé. Alors, quelles sont les possibilités à cet égard? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, les transferts sont trop importants au détriment des services publics? Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait taxer de manière supplémentaire telle ou telle catégorie de la population? Alors, bien sûr, si vous voulez qu'on peut en passer par on peut en passer par des réformes fiscales, par l'augmentation des recettes, d'accord, des recettes publiques pour arriver à trouver un meilleur équilibre budgétaire. Mais moi, le point qui me semble important, c'est cette incompatibilité qu'on évoquait juste avant. Et je pense, si vous voulez, qu'on ne résoudra pas en fait cette incompatibilité par des petits ajustements à la marge. En fait, cette incompatibilité démontre que les États doivent se financer autrement que en empruntant sur les marchés. C'est vraiment, je crois qu'il est temps en fait de réfléchir à des modalités alternatives de financement des États. Alors ça, c'est un sujet un peu tabou. Ça nous fait vraiment, si vous voulez, toucher au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui semble totalement gravé dans le marbre. Mais si en fait on s'interdit de repenser le mode de financement des États, eh bien, ce dont nous parlons, le rétablissement des services publics, ça ne viendra pas. Et surtout, le financement de la transition écologique, eh bien, ne se fera pas. On n'aura qu'une transition très, très partielle, en fait, si on se soumet à un mode de financement qui fait prévaloir, des exigences de rendement. François Ekal. Isabelle évoque l'idée d'un financement des États par les banques centrales, clairement. C'est pas un débat tabou. D'ailleurs, j'ai toujours plaisir à en débattre avec elle. Mais en revanche, c'est un débat théorique. C'est-à-dire que nous sommes dans une zone monétaire, la zone euro, dans laquelle, même si la France voulait le faire,
Ce n'est pas le cas. Mais même si la France disait tout d'un coup, il y avait une majorité au Parlement qui disait, voilà, il faut désormais la France fera en sorte que la Banque de France annule la dette détenue qu'elle détient sur l'État français, et puis dorénavant l'État se financera uniquement auprès de la Banque de France, etc. La Banque de France, elle fait partie d'un ensemble qui s'appelle un système monétaire européen avec la BCE au milieu, et on n'est pas seul. Et les autres pays jusqu'à aujourd'hui sont totalement rétif, pour ne pas dire plus, à cette idée. Donc elle est de toute façon totalement théorique. Alors on peut en discuter, hein, c'est très bien, c'est pas tabou. Moi je pense que ça n'aurait aucun intérêt, donc on peut en rediscuter, mais il faut bien voir que c'est théorique. Un mot de conclusion, Isabelle. Oui, le tabou, c'est pas le débat théorique, c'est la possibilité de pouvoir modifier le traité. Est-ce que on peut modifier le traité européen? Que les autres soient d'accord. Ok, mais voilà, je pense que c'est théorique. Non, mais c'est de ça qu'il faut parler. Voilà. Donc là, finalement, il y a une non-possibilité. Il y a bien... mais on peut en discuter, hein, mais ça, c'est très bien. Un mot de conclusion à cet égard, Isabelle Coupet-Soubeyran. Le mot de conclusion, c'est qu'il nous faut fondamentalement repenser la façon dont aujourd'hui les États se financent. Merci à tous les deux. Merci à François Hiccal, ancien magistrat à la Cour des comptes, président de FIPECO, l'association d'information sur les finances publiques. Et merci à vous, Isabelle Coupet-Soubeyran. Je rappelle que vous êtes économiste et maîtresse de conférences à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dans quelques secondes, le point sur l'actualité, le 8h45 de France Culture.